Donc on va passer à deux sujets qui sont un petit peu différents maintenant et qui concernent les décèlements de certains implants. Et en commençant par le travail effectué à Paris par Thomas Grégory, Bernard Augereau et Roger Emery sur l'importance du positionnement de l'implant glénoïdien dans les résultats à court et long terme des prothèses totales anatomiques d'épaule. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Merci pour l'honneur de cette invitation. Effectivement, je vais vous présenter les travaux effectués à Paris sous l'égide de Bernard Augereau, mon maître, et également à Londres, sous l'égide de mon mentor Roger Emery, qui a une chaire à l'Imperial College. Alors, les prothèses totales de l'épaule, anatomiques, on connaît. L'épaule, c'est la troisième articulation qui nécessite une arthroplastie dans le corps humain, après la hanche et le genou, la première au membre supérieur, avec environ 100 000 prothèses posées par an dans le monde, une augmentation exponentielle du volume d'activité, mais par rapport à la hanche et le genou, c'est une prothèse qui a moins bonne presse, et en tout cas qui est moins bien étudiée, notamment le décèlement glénoïdien, ce décèlement acétique glénoïdien étant la première cause d'échec de ces prothèses. Alors on peut étudier le décèlement de ces prothèses, et ce qu'on a fait en laboratoire, on reproduit les contraintes excentriques appliquées par la tête humérale à l'implant glénoïdien, et puis on va faire des scanners à différents temps, et on va voir, comme vous le voyez en bas, les liserés apparaître de la périphérie de l'implant jusqu'au centre de l'implant. Si on peut bien visualiser les choses au scanner en laboratoire, ce n'est pas le cas en pratique clinique, parce que si on fait des scanners à nos patients, on va voir des artefacts qui proviennent de la tête humérale et qui vont empêcher la visualisation de la glène. Du coup, la méthode d'imagerie utilisée est la radiographie standard et on analyse des liserés. Or, on sait que ces liserés n'ont pas réellement de valeur. Dans la littérature, on a des taux de liserés qui varient de 0% à 100%. L'objectif de notre étude a été d'abord de développer une méthode d'imagerie qui permette de visualiser la glène. Parce que si on veut innover sur le plan thérapeutique, il faut peut-être voir ce que les autres n'ont pas vu jusqu'à présent. Et puis, fort de ce protocole d'imagerie, on a analysé le positionnement de nos implants, on a essayé de regarder s'il y avait un lien entre ce positionnement et les résultats cliniques et les résultats radiologiques. Et enfin, on a essayé de comparer le positionnement de nos implants au positionnement de la glène arthrosique. Comme on le sait, au niveau de l'épaule, l'usure de la glène est souvent excentrique. Alors, je vais vous présenter d'abord une étude que l'on a faite, une étude de faisabilité sur 11 patients de notre nouvelle technique d'imagerie. Ensuite, une étude de 68 patients où on a analysé le positionnement de notre glène et les résultats cliniques et radiologiques. Et enfin, une étude de 29 patients où on a comparé les scanners préopératoires et post-opératoires. Alors, quand je parle de nouvelle méthode d'imagerie, c'est peut-être un peu prétentieux, c'est simplement un protocole de positionnement des patients au scanner que je vais vous présenter. Si on met une prothèse artificielle dans un scanner de telle façon que l'interligne articulaire soit perpendiculaire au plan d'acquisition du scanner, c'est ce que vous voyez à gauche de la diapositive, et c'est la position de l'articulation gléno-humérale quand le patient est en position en décubitus dorsal, le bras le long de l'épaule. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on ne voit rien, on voit des artefacts qui empêchent la visualisation de la glène. En revanche, si on tourne de 90 degrés notre prothèse artificielle, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les artefacts passent au-dessus de la glène et que l'on voit très clairement le cimentage de la glène ici dans du substitut osseux. Comment positionner nos patients de telle façon que l'articulation gléno-humérale soit parallèle au plan d'acquisition du scanner ? Eh bien, lorsque l'on demande au patient d'élever le bras, de la mettre en antépulsion, qu'est-ce qu'on a ? On a une mobilité au niveau de la gléno-humérale, mais surtout de la scapulo-thoracique avec une rotation de la scapula. Et cette rotation, comme on le voit là en bas à gauche, permet d'obtenir une position de l'articulation gléno-humérale horizontale.
Alors on a demandé à nos patients de se mettre en décubitus latéral pour laisser l'omoplate libre et faire en sorte qu'elle puisse tourner, et on leur a demandé de se mettre en antépulsion maximale, quelle que soit d'ailleurs l'antépulsion possible en post-opératoire de nos prothèses. On a demandé ça à 11 patients qui avaient une antépulsion moyenne à 113 degrés, et ce qui était intéressant, c'est que 3 patients de la série avaient une mobilité active globale en antépulsion inférieure à 50 degrés. On a évidemment obtenu l'accord du comité d'éthique locale et on a réalisé donc ces scanners plus des radiographies, et on a demandé à 5 observateurs différents d'analyser chacun de ces méthodes d'imagerie afin d'avoir 55 observations de scanner et 55 observations de radiologie. Alors dans les premiers résultats, on s'est aperçu qu'on arrivait à utiliser ce protocole pour tous les patients, y compris ceux qui avaient une gléno-humérale raide. Pourquoi ? Parce que en leur demandant passivement d'élever au maximum l'épaule, ils pouvaient tourner l'omoplate, ils avaient encore une mobilité dans la scapulo-thoracique, plus une incurvation latérale du rachis qui leur permettait de tenir cette position dans le scanner avec un angle moyen par rapport au plan optimal de l'horizontale de 21 degrés. Et vous voyez en bas les résultats que cela donne. On voit clairement ici cette glène à quille reconstruite selon les 3 plans de l'espace. Alors en plus, on peut analyser les liserés tout autour, mais aussi on peut regarder l'ostéolyse, et on peut voir apparaître soit une ostéolyse à un endroit de la fixation, comme on le voit à droite et en haut, ou une ostéolyse cavitaire globale avec des petites perméations de la corticale, voire un défect segmentaire en bas à droite. Et il était intéressant de noter que les 2 patients qui avaient un liseré important et une mobilité active globale limitée avaient un défect segmentaire qui se voyait très bien sur ce scanner, comme vous le voyez en bas à droite. Alors lorsqu'on a demandé à nos 5 observateurs d'analyser les scanners et l'IRM, et qu'on a comparé les résultats du scanner et de la radiographie, pas l'IRM, de la radiographie, on s'est aperçu que la variance inter-observateur était 3 fois moindre avec le scanner, et que si seulement 6 observations avaient pu visualiser une ostéolyse à la radiographie standard, on en observait 25 au scanner. Donc en conclusion, on avait notre méthode d'imagerie qui permettait d'analyser de façon fiable les signes, la fixation de notre glène in vivo. Alors, on a utilisé ce protocole sur une série plus large de patients pour analyser la qualité de nos positionnements d'implants. Il s'agissait d'une série de 68 prothèses avec un recul de 38 mois. On a analysé nos scanners et on a également évalué de façon clinique, bien sûr un peu subjective, comme on en a parlé préalablement, mais en termes de score de constant et de mobilité. Alors nos scanners, on les reconstruit en 3D, comme on le voit à gauche de cette diapositive, et grâce à une console radiologique virtuelle, OSIRIX, que beaucoup d'entre vous connaissent, on peut positionner des points ROI, que l'on va ensuite transférer sur un logiciel XL qui va nous donner la position de ces points ROI dans l'espace sur un repère tridimensionnel, et puis ensuite on va pouvoir analyser et calculer en utilisant le logiciel de mathématiques type MATLAB ou 3D Worshipper, et on va pouvoir analyser et calculer la version des implants, l'inclinaison des implants par rapport à la racine de l'épine de l'omoplate, la rotation de l'axe supéro-inférieur de nos implants par rapport au plan de la scapula, et l'excentration dans le plan antéro-postérieur de nos implants. Bien sûr, on sait tous que le positionnement de la tête humérale est crucial, et on a analysé également dans cette étude la position de cette tête par rapport au tubercule majeur en rotation, et puis également l'excentration supérieure de la tête humérale. Premier résultat, on s'est aperçu, ce qu'on suspectait, que les liserés et l'ostéolyse augmentaient avec le recul. De façon beaucoup plus intéressante, vous avez ici rapporté
la position spatiale de nos implants. Alors en moyenne, on positionnait nos implants avec 5 degrés de rétroversion, mais plus ou moins 15 degrés. 12 degrés. Alors effectivement, peut-être que M. Argenson nous a dit qu'il ne fallait peut-être pas, pour les prothèses de genoux, mettre à 0 degré près, mais je ne suis pas sûr qu'on accepte 12 degrés de déviation standard pour positionner une prothèse de genou. Et ce qui est vrai pour la rétroversion est vrai pour les autres plans de l'espace, les autres paramètres positionnels. Alors ensuite, on a essayé de voir s'il y avait une relation statistique entre ces problèmes de positionnement et les résultats cliniques, et également l'apparition de liserés. On s'est aperçu qu'il y avait un lien statistique dans nos études multivariées entre la position en version et en rotation et la mobilité active globale en antépulsion ou en abduction. Vous avez ici à gauche du graphe les degrés de flexion et d'abduction, en bas les degrés de position de la glène, la courbe noire est la courbe qui représente la version, la courbe rouge, la courbe de tendance de la rotation. On s'aperçoit qu'on a les meilleures amplitudes articulaires pour des degrés de rétroversion compris entre 0 et 10 degrés et pour 0 degré de rotation. On s'aperçoit également que l'inclinaison de nos implants était liée à l'apparition de signes de décèlement, c'est-à-dire de liserés, avec des implants positionnés inclinés vers le bas qui avaient le plus de taux de liserés. En conclusion, eh bien, les glènes des prothèses totales anatomiques ne sont pas implantées de façon standard et ces erreurs de positionnement sont responsables de variabilité dans les résultats cliniques et d'apparition de liserés plus précoces. Alors pourquoi ne pose-t-on pas correctement nos prothèses totales de l'épaule ? On a cherché à savoir quelle était la position spatiale de l'usure des glènes arthrosiques sur lesquelles on implantait nos glènes prothétiques. Donc on a réalisé des scanners préopératoires et post-opératoires à une série de 29 patients, posés par un chirurgien expert qui utilisait une procédure classique. Il analysait l'excentration de l'usure sur le scanner préopératoire et tentait de la corriger par un fraisage asymétrique de la glène. Ici, vous avez à gauche, pour le même patient, la mesure des différents paramètres positionnels sur le scanner préopératoire et à droite sur le scanner post-opératoire. Alors qu'est-ce que l'on a comme résultat ? Ici vous avez les résultats de version d'inclinaison, de rotation et d'excentration sur le scanner préopératoire, sur le scanner post-opératoire, la correction obtenue en moyenne et savoir si la position post-opératoire était liée significativement avec la position préopératoire. Et on s'aperçoit que si en moyenne nos implants avaient 10 degrés de rétroversion en préopératoire, ils avaient 8 degrés en post-opératoire avec une correction moyenne de 3 degrés et qu'en fait la position post-opératoire était liée significativement à la position préopératoire et ça pour l'ensemble des paramètres étudiés. Alors si maintenant on analyse la position de la fixation de nos implants par rapport à l'axe du col de la scapula. Finalement, la glène a un stock osseux limité et si on veut avoir le maximum de fixation, pour notre prothèse, il faut que ce soit dans le maximum de stock osseux, c'est-à-dire dans l'axe du col de la scapula. Mais on s'aperçoit qu'on a posé réellement notre fixation dans l'axe du plan du col de l'omoplate que dans un quart des cas. Et que dans 17% des cas, eh bien, on avait des ruptures de la corticale. Lorsqu'on analyse pour les différents groupes les paramètres positionnels, on s'aperçoit que les patients pour lesquels on a eu une rupture de la corticale, c'est les patients pour qui on avait une rétroversion très importante, ce qui est assez logique. On met nos implants en rétroversion et du coup, on casse la corticale antérieure du col de la scapula. En revanche, ceux que l'on avait bien positionnés, eh bien, on s'aperçoit que c'était ceux qui avaient 2 degrés de version, c'est-à-dire quasi nul, une inclinaison de 10 degrés et une rotation également de 3 degrés. En conclusion, eh bien, malgré toute la qualité chirurgicale que l'on a, eh bien, on est guidé par
l'usure asymétrique de la glaine arthrosique. On n'arrive pas à corriger de façon satisfaisante cette usure asymétrique et cela met un peu en péril la fixation de nos implants. Je terminerai par cette diapositive pour dire que bien, la position de la glaine des prothèses totales anatomiques de l'épaule, c'est une chirurgie, c'est un temps difficile parce que l'exposition de la glaine, elle est limitée, comme on le voit en bas à droite, qu'on n'a pas de repère fiable du reste de la scapula sur lesquels se baser pendant l'intervention chirurgicale et que du coup, on est forcément guidé par l'usure asymétrique. Et enfin, que le fait de positionner de façon non anatomique les prothèses totales d'épaule, c'est important car ça détériore les résultats cliniques et ça engendre une usure plus précoce. Alors voilà ce qu'on voudrait. On voudrait pouvoir positionner toujours notre glaine dans l'axe du col de la scapula. Pour ça, peut-être que l'on peut développer des ancillaires, peut-être qu'on peut développer des ancillaires patients spécifiques ou utiliser la navigation. On est en train de travailler sur ces trois possibilités et je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup pour cette belle communication et surtout ces conclusions qui sont intéressantes et qui font réfléchir. Bernard Augereau, est-ce que tu veux intervenir et faire des commentaires particuliers sur ce travail ? Effectivement, je crois que tout est montré, c'est-à-dire que c'est tout petit, c'est un petit os, on n'a pas beaucoup d'exposition autour, on n'a pas beaucoup de repères autour. Il y a des variabilités en particulier sur l'omoplate, sur l'acromion, la coracoïde, donc on n'a pas de repères autour, il y a des variabilités individuelles. Et donc c'est assez difficile effectivement à positionner de façon optimale. Alors c'est facile quand c'est peu usé en arrière, mais quand c'est en général c'est usé en haut et en arrière, d'ailleurs les glaines dans les omarthroses centrées, voilà. Et donc on n'a pas grand-chose. Alors il y a eu des essais de navigation qui ont été faits en particulier sur les glaines, qui sont assez partiels. Il n'y a pas de résultats très probants. Quant à ce qu'on appelle l'ancillaire personnalisé, la taille de la glaine est extrêmement petite, sans aucun appui. Et tout à l'heure, j'avais envie de poser la question à Jean-Noël, qui l'appliquait en particulier dans les unicompartimentaires sur les condyles. Quelle est la bonne position d'une unicompartimentaire externe sur un condyle ? C'est une vraie question, et le condyle, c'est difficile sûrement de le fixer dans les formes unicondyliennes. Ben, c'est un peu la même chose sur la glaine. C'est très difficile parce que rien ne tiendra ou pas grand-chose. En tout cas, on n'a pas d'appui périphérique, on n'en a pas assez, on n'a pas au moins 3 points ou 4 points qui sont parfaits pour le fixer. Et donc, aujourd'hui, comment on fait ? C'est-à-dire qu'on se sert beaucoup de l'imagerie préopératoire, et c'est tout l'apport en particulier des scanners préopératoires avec des protocoles corrects. Et puis, on essaye de tricher en paire opératoire en tenant compte effectivement du siège de l'usure, de l'importance de l'usure, et avec des ancillaires qui nous permettent d'essayer de tricher au mieux, avec des limites bien sûr, parce que quand vous avez 30 degrés de rétroversion par une usure postérieure, vous ne pouvez pas mettre une glaine, en tout cas à quille sûrement pas, à plot très difficilement, et donc il y a des limites bien entendu à ces arthroplasties, qui sont, car on sait que ces glaines qui sont faites même, enfin ces prothèses qui sont mises en place par des chirurgiens expérimentés ont des taux de décèlement qui sont très très importants, au point que dans des omarthroses centrées, dans les glaines B2 de Gilles Walch aujourd'hui avec des usures importantes postérieures, on est en train de passer à la prothèse totale inversée, dont la pérennité sur la glaine est meilleure avec la bio-RSA, de façon à avoir finalement un résultat pérenne bien supérieur. C'est vous dire qu'on change complètement de principe dans ces glaines très usées postérieures, parce qu'on sait qu'on va essayer de le faire avec une glaine anatomique et qu'on n'y parviendra pas, en tout cas à long terme. Remarques, questions, commentaires ? Oui, Jean-Noël Argenson. Merci Thomas pour ce travail. Finalement, tu apportes beaucoup avec ce scanner. Vous avez peut-être envie de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire appliquer ce scanner en paire opératoire comme tu l'as fait, mais avec une planification finalement en
en 3D où l'ingénieur pourrait vous aider sur un positionnement idéal que vous pourriez valider ou pas en fonction des contraintes qu'a décrites Bernard, c'est-à-dire de la taille des implants. Et est-ce qu'il y a quelque chose à travailler sur l'implant lui-même, finalement, adapté ou pas à cette anatomie basée sur cette planification 3D? Qu'est-ce que tu en penses? Merci pour cette question. Effectivement, vous avez touché le cœur du problème. C'est-à-dire d'abord, on ne sait pas poser notre implant dans une position voulue. M. Augereau l'a bien dit, on n'y arrive pas. Et donc, il faut pouvoir développer des méthodes. Là, on développe, on met en place des prothèses inversées dans les usures type B2 de Walsh, mais c'est à défaut d'avoir quelque chose de mieux. Et peut-être, et j'espère qu'on arrivera à trouver quelque chose de mieux, y compris dans les prothèses totales anatomiques. Mais même si on savait le faire, on ne sait pas la position réelle que cette glène devrait avoir. Pour ça, moi je pense, et on est en train de réaliser des travaux anatomiques dessus, que le plan de la scapula n'est pas le bon plan de référence. Pourquoi? Parce que la scapula est née de noyaux d'ossification qui sont différents de ceux de la glène. Et que finalement le bon plan de référence est celui de l'axe du col de la scapula, qu'on appelle en anglais voûte de la glène d'ailleurs. Et donc que la position voulue, la position optimale, finalement pour les résultats cliniques, c'est la position optimale pour avoir la meilleure fixation, c'est-à-dire l'axe de la voûte de la glène. Et pour ça, effectivement, peut-être qu'un guide avec une instrumentation patient spécifique peut être utile, qui nécessite effectivement une construction et une modélisation à partir du scanner préopératoire. Il y a des guides qui apparaissent, d'ailleurs qui sont plus utilisés maintenant pour en tout cas évalués pour les prothèses inversées que pour les prothèses anatomiques. Il faudra vraiment être très précis parce que, comme l'a dit M. Augereau, le stock osseux il est extrêmement fin. Et il ne faudra pas oublier également les ostéophytes, parce que quand vous avez des ostéophytes postérieurs importants, vous ne connaissez pas le vrai centre, le vrai point d'entrée. Et alors si vous n'êtes pas bien au niveau du point d'entrée, vous ne pouvez pas être bien dans l'axe de votre glène. Merci pour ces réponses. Non, je vais poser une question de Béotien. Tu as dit que c'était la 3e prothèse implantée, que c'est quelque chose qui est en train d'exploser, disons. Or, on a l'impression que sur le plan des connaissances et des possibilités techniques, il y a encore beaucoup de problèmes. Sur le plan fonctionnel, quels sont les résultats de ces prothèses d'épaule et est-ce que le problème de décèlement pose des difficultés? Non, ce n'est pas des prothèses qui ont aussi mauvaise presse, en tout cas qui doivent avoir aussi mauvaise presse, c'est des résultats qui sont tout à fait acceptables, mais qui ne sont pas aussi bons, en tout cas en termes de longévité, une prothèse de hanche et de genou, ça c'est certain. Oui, sur ces prothèses, les résultats sont bons parce que les décèlements sont longtemps tolérés, contrairement aux articulations en charge. Et donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, les courbes de survie, il y a à peu près, on est aux alentours de 88% à peu près à 12 ans, alors que dans les hanches et les genoux, on est 94-95. Donc on est aujourd'hui à un niveau en dessous pour les prothèses anatomiques de 3e génération, puisqu'on est à la 3e génération actuellement. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres remarques ou commentaires, on va passer à la communication suivante, la dernière. Et on remercie Thomas Grégory pour sa communication et toute l'équipe. On laisse la parole maintenant à Julien Girard sur chirurgie de reprise pour instabilité des PTH, prothèse totale de hanche, de première intention. Une luxation de prothèse, c'est toujours un drame. C'est un drame pour le malade, bien sûr. C'est aussi un drame pour le patient. Et il faut pouvoir s'en sortir. La chirurgie est un des moyens de s'en sortir. On va laisser